La Sûreté du Québec recherche activement le directeur de la Caisse populaire de Sherbrooke-Ouest, M. Charles Marion, qui a été kidnappé dans la nuit de samedi à dimanche par deux hommes armés et masqués. Imaginez être séquestré pendant 82 jours, vivre un calvaire, manger très peu et à votre libération, on vous accuse d'être à la tête de votre propre enlèvement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cursed. Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle une vidéo dans laquelle je vais vous parler de Charles Marion. Une histoire qui s'est déroulée à Stock, qui est dans une municipalité du Val-Saint-François, qui est située plus précisément au Québec. Cette histoire s'est déroulée en 1977. C'est la séquestration la plus longue du Québec. Et c'est la troisième plus longue de tout le Canada. Charles Marion, c'est un homme âgé de 57 ans, père de 2 enfants. Au moment des faits, ses enfants sont assez grands et indépendants. Charles était marié et tout se passe pour le mieux dans cette famille. Tout va bien dans sa vie, tout va bien dans sa famille, jusqu'au jour où tout va basculer. Le 6 août 1977, Charles se rend dans un de ses chalets accompagné de sa secrétaire pour lui faire découvrir les lieux, pour lui montrer quelques rénovations qui ont lieu auparavant. Durant leur visite, Charles et Aline, la secrétaire, sont interpellés par 2 individus masqués et armés. Directement, les 2 individus ordonnent à Charles et à Aline de se mettre à genoux, les mains sur la tête, ils sont donc attachés. Aline, quant à elle, sera laissée dans le chalet, ligotée, et elle ne pourra rien faire. Tandis que Charles, lui, sera amené dans une voiture. C'est seulement 18 heures après, la femme de Charles trouve ça assez suspect que son mari n'est toujours pas rentré, et elle va commencer à s'inquiéter et se rendre au chalet, et c'est là qu'elle va découvrir Aline ligotée. Et cette dernière va tout lui expliquer. La femme de Charles commence très rapidement à s'inquiéter. Et on la comprend. Charles, quant à lui, a été amené au milieu d'une forêt. Il sera enfermé dans une sorte de chambre qui est posée à même le sol. C'est un endroit vraiment tout petit où aucune lumière ne peut pénétrer. Et tout ce qu'il y a dans la pièce, c'est un matelas qui est posé à même le sol. Et Charles est maintenu avec des chaînes autour du cou et de la taille, et aussi autour des chevilles. Ce que Charles ne sait pas, c'est que ses ravisseurs l'ont amené dans une région un peu plus loin, dans la région de Gould. Il va rester dans cet endroit pendant de longues semaines. Il sera laissé dans cette pièce et sera dans des conditions assez atroces. Il y a des rats, il y a des mulots. Ses ravisseurs vont lui amener régulièrement de la nourriture, de l'alcool et des médicaments pour essayer de tranquilliser au maximum Charles. L'enlèvement a eu lieu le 6 août. L'employeur de Charles va recevoir une lettre le 8. Il y a une demande de rançon qui a été envoyée et dans la lettre, les ravisseurs demandent 1 million de dollars et sans négociation possible. La lettre sera signée les 7 serpents noirs. De suite, l'employeur se précipite au poste de police et c'est à cet instant que la Sûreté du Québec, qui est comme l'organisation de la police, et c'est grâce à cette lettre qu'ils vont pouvoir faire un lien entre les ravisseurs et l'enlèvement de Charles. Les policiers vont essayer de négocier la rançon de l'argent qui sera 2500 dollars. Ils ont également demandé une photo de Charles pour vérifier que celui-ci est toujours en vie. Les ravisseurs acceptent. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, les policiers ont commencé à douter de Charles, qui sera très vite soupçonné de participer à sa propre séquestration. Ils vont d'abord avoir des doutes sur Charles, puis après la famille de Charles. Les policiers ont donc décidé d'avoir une entente avec les ravisseurs. La question ici, c'est qui va déposer la rançon, qui va rentrer en contact avec les ravisseurs. Tout de suite, le fils de Charles se porte volontaire et encore une fois, les policiers vont trouver ça suspect. Bref, moi je ne vois pas
pas qu'est-ce qu'il y a de louche. Demain, un membre de ma famille se fait séquestrer ou se fait kidnapper et on demande une rançon. Et pour aller livrer la rançon, c'est clair que tout le monde dans ma famille vont se porter volontaire, et également moi. Donc moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans tout ça. Bref, les policiers ont décidé de prendre 2 journalistes qui vont se rendre avec le fils de Charles pour déposer la rançon. Il s'agit de Claude Poirier et de Normand Maltais qui se rendent sur les lieux le 23 septembre 1977. Ils suivent toutes les indications que les ravisseurs ont données et se rendent à Saint-Gérard pour déposer une valise. Malheureusement, les journalistes sont tellement suivis de près par des voitures de police que les ravisseurs vont jamais venir chercher la mallette avec l'argent à l'intérieur. Alors cet échange, évidemment, c'est un échec. Charles, quant à lui, les ravisseurs lui rendent régulièrement visite. Les ravisseurs ne s'en prennent jamais physiquement à Charles, même psychologiquement. En fait, leur seul but, c'était de récupérer seulement de l'argent, facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charles ne les voit jamais, puisque à chaque visite, Charles est obligé de se mettre une espèce de sac sur la tête pour éviter de les voir. En plus, les ravisseurs lui amènent régulièrement les journaux pour avoir des nouvelles du monde extérieur, qui fait que Charles peut un peu prendre des nouvelles de sa famille à travers le journal. Il voit qu'il est recherché et au fur et à mesure du temps, Charles va tisser des liens avec ses ravisseurs. Et c'est toujours les deux mêmes. Charles a constaté que un parmi les deux était plus autoritaire, plus froid. Charles le visualise comme étant celui à la tête de ce plan et il va le surnommer le boss. Et le deuxième, qui est beaucoup plus empathique avec Charles et avec qui il échange régulièrement, et il va l'appeler mon chum. Un chum a 2 définitions. Le premier, c'est un copain, et le deuxième, on peut appeler son ami son chum. Et en donnant ces noms à ses ravisseurs, ça lui fait garder espoir. Après cet échec au niveau de la police, les médias vont commencer à beaucoup plus parler de cette affaire. Il y a même des reportages qui vont sortir sur Charles, l'inculpant d'être à la tête de sa propre séquestration, fondée sur aucune preuve. La famille va vraiment se sentir délaissée dans cette histoire, puisque les reportages ont commencé à être beaucoup plus médiatisés et le public a commencé à croire que Charles était le responsable. La famille va même soupçonner la police de mettre en avant ces documentaires. 6 jours plus tard, on est donc le 29 septembre 1977, il y a une deuxième tentative. Toujours dans le même principe, c'est les 2 journalistes qui vont aller déposer la mallette en suivant bien les indications des 2 ravisseurs. Les policiers sont prêts et cachés. Ils attendent le bon moment pour arrêter les 2 ravisseurs. Et très vite, la valise va être récupérée et la police va mobiliser des grands effectifs pour suivre leurs traces. Mais malheureusement, ils se sont volatilisés. On n'a plus leurs traces. Ils ont réussi à récupérer la valise sans se faire arrêter. Et les ravisseurs ont ouvert la mallette et à l'intérieur, il n'y avait pas l'argent qui était prévu, donc les 250 000 $, mais des lettres avec des codes. En fait, les policiers étaient convaincus que les ravisseurs allaient jamais atteindre la mallette et donc ils n'ont jamais vraiment pensé à mettre l'argent à l'intérieur. Et c'est après ces 2 échecs que Charles va vraiment commencer à penser qu'il est abandonné. Il va penser que le monde extérieur ne met rien en place pour le retrouver. Il va très vite tomber dans une dépression, là où il va décider de mettre fin à ses jours en avalant tous les médicaments que ses ravisseurs lui apportaient. L'un des ravisseurs que Charles a surnommé mon chum arrive à ce moment-là et décide de s'occuper de Charles, lui faire vomir les médicaments et même le faire sortir à l'extérieur pour prendre un peu d'air. Il va le nourrir, il va essayer de lui redonner espoir, il va lui amener plein de journaux avec des photos de sa famille qui le cherche et qui font tout leur possible pour faire bouger les choses et le retrouver. Malheureusement, Charles est complètement dépourvu d'espoir et il essaye une seconde fois de mettre fin à ses jours. Il a essayé de s'asphyxier avec un sac et ce sera sans succès. On a Charles qui commence à être vraiment pas bien. Je rappelle qu'il est dans des conditions atroces. Il est à même le sol, il mange très peu et le temps est tellement long qu'il prend des médicaments pour dormir au maximum. Pendant ce temps-là, les policiers trouvent que c'est le meilleur moment d'accuser le fils de Charles du fait que le fils de Charles a beaucoup insisté pour aller déposer la mallette, qui était donc la première mallette. La police va commencer à manipuler son fils. Ils vont même lui dire que vous êtes quelqu'un de très intelligent, c'est sûrement vous que vous avez mis ce plan en œuvre. Pierre, le fils de Charles, ne tombe pas du tout dans le panneau. La police va même
faire croire à Pierre qu'ils ont un lourd dossier sur lui, des preuves l'impliquant dans cette affaire. Pierre va tout faire pour se défendre. Il va même demander aux policiers de passer un test de polygraphe, qui est donc un test de détecteur de mensonges, qui va d'ailleurs réussir. Et pendant ce temps-là, les ravisseurs vont donc décider d'écrire un mot sur lequel il est écrit « Ils se foutent de la vie de Charles Marion, pas nous. Nous autres, on a appris à respecter Charles et on veut qu'il sorte au grand jour pour se défendre. On a dépensé beaucoup pour cette affaire, il faut que quelqu'un paye la facture. » Et eux-mêmes, les ravisseurs, ont envie d'expliquer aux policiers que Charles n'est pas responsable de cette affaire. Les ravisseurs commencent réellement à s'inquiéter de la santé mentale de Charles et donc ils décident de, cette fois-ci, ne pas contacter l'employeur, mais plutôt la famille de Charles. Ils vont donc demander à la famille une rançon de 50 000 $. Ils sont quand même passés d'1 million de dollars à 50 000 et les ravisseurs vont donc faire écrire à Charles qui autorise son fils Pierre à aller chercher les 50 000 $ dans son propre compte. Ça prouve encore qu'il n'y a aucun rapport dans cette histoire et qu'il n'est pas responsable. Évidemment, après cette demande, les policiers vont évidemment refuser. Selon eux, ils trouvent ça trop dangereux. Les ravisseurs vont donc décider de rentrer directement en contact avec la famille sans passer par la police, en leur expliquant que le marché des 50 000 $ marchait toujours et la famille devait publier une annonce dans le journal qu'ils vendaient un chalet à 50 000 $. Et pour les ravisseurs, c'était une espèce de code pour savoir que la famille a accepté. Malheureusement, la police comprend la manigance et elle va donc s'en mêler. Au final, la police va dire à la famille « Ok, on va leur donner l'argent, mais avant, ils vont relever tous les numéros de série des billets qu'ils vont donner aux ravisseurs pour que peut-être ils réussissent à les retrouver. » Cette fois-ci, c'est donc bien Pierre qui va faire la transaction. Il va donc suivre toutes les instructions des ravisseurs et cette transaction a lieu le 26 octobre 1977. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais bref, c'était des ravisseurs assez méticuleux, très professionnels, entre guillemets. Pierre va donc suivre les instructions à la lettre et à partir de là, il rentre chez lui et plus de nouvelles. 24 heures plus tard, la famille reçoit un appel avec la localisation de Charles. On est donc le 27 octobre 1977 et Charles est enfin retrouvé dans un bois par son fils Pierre et la police. Il est donc libre. Il a été séquestré pendant 82 jours et directement ce dernier est pris en charge par des médecins. Il a de nombreuses séquelles, beaucoup plus psychologiques. Il est très sensible à la lumière. Il a vécu vraiment 3 mois sans lumière. Et heureusement pour lui, sa santé physique est étonnamment assez bien. Donc là, Charles vient de vivre 3 mois séquestré. Ça a été très traumatisant pour lui. Il est libre, il est enfin heureux, il retrouve sa famille et il est accusé par tout le monde d'être à la tête de sa propre séquestration et il va très mal le vivre. À côté de ça, l'enquête se déroule très mal. On n'a aucun suspect, à part la famille, mais la police n'a aucune preuve pour aller plus loin. Et le 22 juin 1978, il va se passer un événement assez incroyable. En fait, un policier, après son service, va partir à une soirée avec des amis à lui. Et dans cette soirée, il y a un homme qu'il ne connaît pas. Et durant cette soirée, il va fixer l'homme et va se dire « J'ai déjà vu cet homme, il me dit quelque chose. » Mais bon, il passe à autre chose. Il finit sa soirée, il dit à ses amis qu'il va rentrer chez lui. Mais cette histoire avec le gars qu'il a vu dans le bar, ça le tracasse beaucoup trop. Et à la place de rentrer chez lui, il décide de se rendre à son bureau de police. Et là, il tombe sur une photo de l'homme qu'il a passé la soirée à fixer. Cet homme, c'est Michel de Varenne. En fait, c'est un homme qui est recherché puisqu'il est évadé de prison. Le policier prend même pas quelques secondes pour réfléchir et saute dans son véhicule direction le bar. Il fait part de cette histoire à ses collègues de police. Lui et ses collègues de police se rendent à ce bar pour arrêter de Varenne. Au moment de l'arrestation, Michel doit vider ses poches et il sort 2 billets qu'il pose sur la table. Et les policiers ne font pas plus attention que ça sur les 2 billets et Michel commence à se jeter sur les billets pour les manger. Et à ce moment-là, je crois que Michel s'est cramé tout seul en fait. Puisqu'en fait, les policiers n'ont pas du tout porté attention à ses billets et tout de suite les policiers ont réussi à enlever les billets de sa bouche et les policiers se disent qu'il y a clairement quelque chose à voir avec les billets et ils décident de regarder les numéros de série et c'est bel et bien la pièce manquante
de l'histoire de Charles. Et les billets correspondent avec les numéros de série. Et le lendemain, Michel va tout avouer. Et il va avouer avoir participé à la séquestration de Charles. Il va aussi balancer tous les noms des gens qui ont participé à la séquestration. Au total, il y avait 5 personnes. Et c'est ce Michel que Charles avait surnommé son chum. Ensuite, il y a Claude Valence. C'est celui que Charles avait surnommé le boss. Et Charles ne s'était pas trompé sur ça, puisque Claude était bel et bien la tête de cette séquestration. Il y a aussi la femme de Claude, Jeanne Valence. Il y a aussi René Chalifou et Louise Beaubien. Louise Beaubien, en fait, on a du mal à savoir si elle est bel et bien impliquée dans cette affaire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était au courant, évidemment, de la situation. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette séquestration a été étudiée, puisque ça faisait 2 ans que ces 5 personnes travaillaient sur une séquestration. Ils ont espionné et suivi Charles avant de passer à l'acte. Ils ont commencé donc à se renseigner sur Charles. Tout ça s'est déroulé en 1975 et c'est en 1977 qu'ils ont passé à l'acte. En 2 ans, ils n'ont pas réussi à se rendre compte qu'ils allaient faire une énorme connerie. Un procès va avoir lieu et ils vont donc être condamnés. La tête de ce réseau, Claude Valence, va prendre 6 ans de prison. Sa femme va prendre 3 ans. Michel de Varenne, lui, va prendre 12 ans de prison. Ça paraît gros par rapport à Claude, qui lui était la tête pensante de toute cette histoire. La différence avec Michel et Claude, c'est que Michel était évadé pendant cette histoire. Et donc, ce qui est normal que sa peine ait augmenté. Je trouve que les autres condamnations sont assez faibles. Ensuite, on a René Chalifou. Il a pris 6 mois d'emprisonnement. Ensuite, on a Louise. Elle n'a rien pris. Et après que les gens de ce réseau aient tout avoué et qui ont été condamnés, beaucoup d'articles dans les journaux ont sorti et même la population ont continué à croire que Charles avait un rapport dans sa propre séquestration. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charles, 1 an après sa libération, il a écrit un livre. Le livre s'appelle « Mes 82 jours en captivité ». Dans ce livre, il va expliquer toutes ses expériences traumatisantes et il va aussi expliquer tout le côté de sa famille et comment sa famille a vécu ces 82 jours. En 2013, le fils de Charles, Pierre, va reprendre ce livre et va ressortir à nouveau ce livre qui s'appelle 82 jours, l'affaire Charles Marion. Quant à lui, Pierre en veut énormément à la Sûreté du Québec, qu'ils ne veulent toujours pas parler et déclarer l'innocence de son père. Je souhaite que la Sûreté du Québec remette officiellement les pendules à l'heure et qu'elle remplisse son devoir de transparence auprès de sa population. Maintenant, je vais plutôt vous parler de tout ce que cette affaire a eu comme impact sur Charles. Je trouve que c'est assez important. Charles ne s'est jamais réellement remis de sa séquestration et au moment de sa libération, il découvre qu'il est accusé d'être à la tête de sa propre séquestration. Il va donc très vite tomber dans une dépression. D'ailleurs, il pourra jamais réellement reprendre le travail à cause de toutes les accusations qu'il a contre lui. Le 2 décembre 1999, Charles se rend à son chalet à Sherbrooke et met fin à ses jours. Cette histoire se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais l'histoire de Charles Marion vous intéresse encore plus, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le livre que son fils a écrit, 82 jours, l'affaire Charles Marion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. On se rapproche tranquillement des 2000 abonnés, alors continuez à vous abonner. Et puis, c'est ici que l'année 2023 se termine sur la chaîne. C'est la dernière vidéo de l'année. Je vais prendre un peu plus de repos pour les quelques jours de l'année 2023. Je vais revenir en force en 2024. L'année 2024, pour moi, va être complètement folle. Je suis déjà en train de préparer une grosse vidéo qui va arriver bientôt, milieu mars. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Je vais commencer en janvier et reprendre un peu le rythme des vidéos, vous sortir de nouvelles vidéos, de nouvelles histoires complètement folles. Et puis, on va tranquillement arriver au mois de mars. Et là, va sortir au mois de mars une grosse vidéo qui va vous plaire, j'en suis convaincu. Bref, prenez soin de vous. On va se retrouver en 2024 pour encore plus de frissons, pour encore plus de true crime. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 24 décembre. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et merci infiniment pour l'année complètement folle que vous m'avez offerte. Alors prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous aime.